Je vous présente aujourd'hui une proposition de loi relative à la justice patrimoniale qui comporte deux volets. Avant d'en venir sur le fond du texte, je souhaitais vous remercier pour votre accueil au sein de cette commission, Monsieur le Président. Je souhaite également remercier mon collègue Hubert Ott, auteur original de la proposition de loi, qui a accepté que je le remplace dans le rôle de rapporteur sur un texte dont je sais qu'il estime particulièrement l'importance et je lui souhaite un bon rétablissement. Je tiens également à remercier Madame Gégou, administratrice de la commission des lois, qui m'a été utilement et intelligemment assistée dans les méandres du droit matrimonial. J'en reviens au fond de ce texte. Le premier article concerne le sort des avantages matrimoniaux lorsqu'un époux a commis une infraction vis-à-vis de l'autre époux. Sujet qui a été mis en lumière par mon collègue Hubert Ott. Aujourd'hui, si un époux tue son conjoint ou sa conjointe, rien ne change s'agissant des avantages matrimoniaux qu'il peut retirer du contrat de mariage conclu avec la personne défunte. Cette situation est plutôt une exception puisque des mécanismes existent pour faire face à ce type de situation s'agissant d'une donation ou d'une succession. Ainsi, une donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans 3 cas, dont l'attentat par le donataire à la vie du donateur. C'est prévu à l'article 955 du Code civil. En matière de succession a été créé le mécanisme de l'indignité successorale qui permet d'exclure de la succession la personne qui a atteint à la vie du défunt ou encore qui a commis des actes de torture et de barbarie à son encontre. Cette exclusion peut être de plein droit, c'est le cas si la personne susceptible d'hériter a volontairement donné la mort à la personne défunte. Elle peut aussi être facultative, il revient alors au juge d'apprécier si l'auteur de l'infraction doit être exclu de cette succession. Contrairement à l'ingratitude, l'indignité successorale ne peut être déclarée que s'il existe une condamnation pénale de la personne susceptible d'être exclue de la succession. Il n'existe pas d'équivalent de ces deux mécanismes s'agissant des avantages matrimoniaux. Et donc, c'est l'objet de l'article 1er de cette proposition de loi. Celui-ci modifie le Code civil pour permettre la révocation d'un avantage matrimonial dans des conditions similaires à celles qui existent pour évoquer une donation entre vifs, c'est-à-dire lorsque l'époux a attenté à la vie de l'autre époux ou qu'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits ou d'injures graves. Le deuxième volet de cette proposition de loi concerne un dispositif fiscal, la décharge de responsabilité solidaire. L'article 2 met en œuvre une revendication du groupe Modem que nous avions essayé de traduire lors de l'examen du projet de loi de finances, l'assouplissement des modalités d'octroi d'une décharge de responsabilité solidaire. Les époux ou les personnes pacsées forment un seul et unique foyer fiscal, vous le savez. Ils sont donc solidairement responsables des impositions dues par ce foyer. Cette solidarité continue d'exister même lorsque le couple se sépare. L'administration fiscale peut donc réclamer les impositions qui datent de la période d'imposition commune, même si le foyer fiscal n'existe plus. Concrètement, une personne dont l'ex-conjoint a fraudé le fisc alors qu'ils étaient ensemble peut se voir réclamer le remboursement de l'intégralité de la dette fiscale si le dit conjoint n'est pas en mesure, pour une raison X ou Y, de le faire. La personne concernée peut alors demander à l'administration fiscale de décharger de l'obligation du paiement de cette dette. C'est la décharge de responsabilité solidaire. L'administration fiscale doit alors apprécier s'il existe une disproportion marquée entre la situation matrimoniale et financière du demandeur et le montant total de la dette à rembourser. La disproportion avérée sera considérée comme marquée si la personne demandeuse n'est pas en mesure de rembourser la dette sur une période de 3 ans. Cette situation n'est pas satisfaisante, car elle conduit certains conjoints, en réalité très souvent des conjointes, à devoir se séparer de leur patrimoine, notamment patrimoine propre, pour rembourser une dette fiscale liée à une fraude dont elles ignoraient tout et dont elles n'ont pas bénéficié. L'article 2, dans sa version initiale, proposait ainsi d'exclure de l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur les biens acquis avant le mariage ou le PACS, ainsi que les biens reçus par le demandeur par donation ou succession. Cette restriction de l'assiette aurait conduit à accorder un plus grand nombre de décharges de responsabilité solidaire. Le dispositif reprend celui déposé par certains de mes collègues lors de l'examen du budget 2024 en commission des finances, et soucieuse comme nous de ne pas laisser prospérer ce dispositif en l'état qui pénalise injustement les femmes dont le seul tort est d'être tombées amoureuses d'un escroc. Ces deux dispositifs que je vous ai présentés viennent réparer des injustices de notre droit civil et de notre droit fiscal. Il est apparu au cours de nos travaux que les rédactions pouvaient améliorer de manière à les rendre plus efficaces. J'ai donc déposé 2 amendements qui réécrivent entièrement les dispositifs prévus aux articles 1 et 2. Et la rédaction que je vous propose par article 1 vise à clarifier le dispositif de déchéance d'un avantage matrimonial. Il modifie également l'insertion de l'article dans le Code civil pour garantir son application à l'ensemble des régimes matrimoniaux et non uniquement au régime communautaire. Il se réfère aux situations entraînant l'indignité successorale plutôt que l'ingratitude, facteur d'une plus grande sécurité juridique, car l'indignité est forcément prononcée après une condamnation pénale, ce qui n'est pas le cas pour l'ingratitude. Enfin, il prévoit plusieurs cas dans lesquels cette indignité matrimoniale pourrait être appliquée de plein droit.
S'agissant de l'article 2, il est issu de mes échanges avec l'administration fiscale qui avait des réserves sur le dispositif initial. Sur leur suggestion, je vous propose une forme de dissociation du foyer fiscal a posteriori. Je m'explique. Si la séparation des deux conjoints est effective et que la personne qui demande une décharge de responsabilité solidaire n'a pas participé à la fraude fiscale, alors son ex-conjoint pourrait être considéré comme un tiers et assumerait donc seul le paiement des impositions dues par le foyer. Cette solution est moins tangible que notre proposition initiale, car elle repose sur la bonne volonté de l'administration fiscale et non pas sur un assouplissement des critères prévus par la loi. Je crois néanmoins que nous souhaitons tous aller dans le même sens, qui est de ne pas faire peser un fardeau fiscal trop lourd sur les personnes de bonne foi. J'ai conscience que ces deux rédactions globales écrasent certains de vos amendements. J'ai donc souhaité les faire dès la commission et avant la fin du délai de dépôt pour que vous puissiez les regarder, que l'on puisse en débattre plus sereinement lors de cette séance. Je termine en vous présentant brièvement mon troisième amendement. Il vient modifier l'article 265 du Code civil pour tenir compte d'une décision de la Cour de cassation datée du 18 décembre 2019 qui vide de son sens toute clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation. Voilà, nous sommes ici au cœur de notre fonction de législateur. Nous avons identifié un vide ou des dispositions juridiques insatisfaisantes. Donc nous remettons l'ouvrage sur le métier pour l'améliorer et je vous remercie de votre accueil. Je suis bien entendu à votre écoute de toute suggestion d'amélioration sur ce droit matrimonial qui est très important de traiter. Je vous remercie.